Bonjour à toutes et à tous, c'est Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, pour vous servir, Clément Dossin, en l'absence de Christelle Bonnet, parti réchauffer son petit cœur de Clermontoise sous les tropiques de Montluçon. On l'embrasse et on lui dit « Essaye encore, Christelle !» Voilà, aujourd'hui, je suis bien entouré avec Arnaud Requena. Salut Arnaud. Salut Clément. Renaud Bourrel. Salut Boubou. Bonjour. Et Laurent Campistron. Comment tu vas, Lolo ? Très bien, merci. Champion de France. Champion de France. Pour ce dernier épisode de la saison, on va évidemment parler de la liste de l'équipe de France de Jacques Brunel, dévoilée ce mardi. Puis on viendra sur le sacre de Toulouse face à Clermont en finale du top 14. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes prêts ? C'est parti. Flexion, lié, jeu. Jacques Brunel a annoncé ce mardi matin, la liste des 31 plus 6 réservistes appelés à préparer la Coupe du Monde au Japon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle réserve quelques surprises, des surprises éventées par la presse ces derniers jours, bouh, les méchants journalistes que vous êtes, mais qui n'en reste pas moins des grosses surprises. La première d'entre elles, celle qui fait le plus causer, c'est évidemment l'absence de Mathieu Bastareaud. L'absence de Mathieu Bastareaud, Arnaud, logique, pas logique ? Non, pas logique du tout. J'allais dire, même cette liste, elle avait quasiment aucun intérêt. L'équipe de France merci, mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés. L'équipe de France étant tellement nulle, on se rendra au Japon, on jettera une pièce en l'air ou un billet, on ne sait jamais, ça peut marcher aussi. Et non, mais donc l'intérêt, c'est que Mathieu Bastareaud n'est pas dans la liste. Et alors on peut penser que Mathieu Bastareaud, c'est pas un central français, c'est pas André Boniface, c'est pas Yannick Josue, on peut penser tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis 18 mois, il est le bras droit de Guillaume Guirado, il est un homme de base de Jacques Brunel. On a le droit de ne pas aimer le style du joueur, mais l'enlever juste avant la Coupe du Monde, en plus, sans lui dire, Jacques Brunel s'est pas caché, il a dit pourquoi j'aurais appelé à Mathieu, j'appelle Mathieu alors que j'appelle pas les autres. J'ai la réponse, moi. On peut pas dire que c'est scandaleux, parce que, bon, il y a des scandales. Mais c'est honteux, quoi. C'est juste. Là, tu parles de la gestion humaine, quoi. Oui, c'est honteux. C'est juste honteux. Quand Mathieu Bastareaud, t'en as besoin, parce qu'il faudrait mettre des couches Pampers aux joueurs de l'équipe de France face à l'Écosse tellement ils ont peur. T'es bien content de l'avoir. Donc il pourra devenir nounou, ok. Voilà. Et là, tout d'un coup, il est. Et je parle pas de la qualité du joueur. Du joueur, on peut ne pas aimer. En plus, c'est quand même le seul joueur français à peu près connu du grand public. Et non seulement il est connu, mais il est apprécié du grand public. C'est encore donné, mais c'est même pas un bâton, je sais pas, c'est beaucoup plus gros qu'un bâton, c'est pour se faire battre et c'est chercher les coups. Rappelons à Mathieu Bastareaud, il revient dans le tournoi 2018 un peu en héros contre l'Italie puis contre l'Angleterre. Il est capitaine en l'absence de Guirado en Nouvelle-Zélande l'été dernier. Et dans le tournoi l'année dernière, 3 fois capitaine, et puis je ne sais combien de fois capitaine en fin de match quand Guirado sortait au bout d'une heure, quoi. Et pour revenir au tournoi de 2019, il est absent le premier match contre le Pays de Galles, virage à 180 degrés, il revient en titulaire pour finir le tournoi. Renaud, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Il est son absence. Oui, je souscris totalement à ce que dit Arnaud sur la manière de faire. C'est consternant. Il y a même eu l'idée à un moment d'en faire le Adil Rami de l'équipe de France de rugby, ce qui est, Pourquoi il a une expertise en extincteur ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, il voulait, comme il avait quand même une importance dans le groupe, parce que c'est quelqu'un qui en impose déjà physiquement, qui est chambreur, qui est vraiment un bon camarade. Donc et puis bon, on s'est dit que c'était pas, en rugby c'est quand même difficile d'emmener quelqu'un qui est susceptible de pas jouer du tout, parce que pour toutes les raisons, ne reste que physique. En revanche, sur la raison, on va dire plus technique et rugbystique, Fabien Galtier est entré dans le jeu depuis quelques mois. Il va prôner un rugby beaucoup plus volumineux, vraisemblablement, de déplacement, de vitesse. De mètres par minute. Voilà. Les adversaires, eux, vont sans doute encore monter le curseur de l'intensité, comme c'est chaque fois le cas à la Coupe du Monde. Et donc, dans cette perspective-là, éliminer Mathieu Bastareaud du groupe, en tout cas, il y a une explication. La question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas dit, franchement, clairement, énoncé,
en essayant de botter en touche, en étant un peu honteux, en tout de suite parlant de Sofiane Guitoun parce que c'est la concurrence. Non, Mathieu Bastareaud, c'est 54 sélections en équipe de France, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui avait été présenté pendant 1 an et demi comme un personnage important. Rappelons que Guy Novès, lui, expliquait tout à fait pourquoi Mathieu Bastareaud n'était pas en équipe de France. Donc son successeur aurait pu prendre la peine, alors qu'il en avait fait un homme de base, déjà petit 1 de l'appeler, et petit 2 d'expliquer aux supporters, aux gens et aux méchants journalistes pourquoi ce choix sans se défausser. Je rappelle donc que les 4 centres retenus par Jacques Brunel sont Geoffrey Doumerou, Gaël Fickou, Wesley Fofana et Sofiane Guitoun. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lolo, et notamment de ce casting-là? Je pense qu'il y avait largement la place pour Mathieu dans ce casting-là, ne serait-ce que sur la liste des 6 suppléants. Parce qu'effectivement, même si on est parti pour avoir un jeu de mouvement et de déplacement un peu plus prégnant que ce qu'il était jusqu'à présent, Mathieu Bastareaud, justement, amène autre chose que ça. Avec sa puissance, il a été hyper utile face à l'Angleterre lors du dernier tournoi. On va rejouer l'Angleterre, peut-être qu'il aurait été utile à nouveau ce jour-là. Il peut être utile aussi comme un plaque payeur face à des défenses fatiguées en fin de match. Sur certains matchs, la Coupe du Monde, il aurait pu avoir son utilité à ce niveau-là. Il t'apporte une autre option stratégique potentiellement en cours de match. Absolument. Ouais. Tandis que là, on a 4 joueurs, je pense, d'un profil relativement similaire. Je pense qu'il y avait vraiment de la place pour lui sur ce casting-là, quoi. Et le comparer à Sofiane Guitoun, je vois pas. Je pense qu'il y avait largement de la place pour les deux dans cette liste. Ouais, mais toi, tu voulais qu'on parte à 43, quoi. Non, mais ça va. Donc 42 Toulousains. Ouais. Renaud, tu l'as évoqué, on peut voir dans ce choix un début de Pat Galtier. Brunel a carrément, lors de la conférence de presse, nié l'influence de Fabien Galtier et de Laurent Labitte dans la construction de cette liste, disant même, je cite, Fabien lui-même m'a dit, je ne connais pas bien les joueurs. On est obligé de le croire, Renaud ? On n'est pas obligé de le croire. En revanche, on peut encore s'indigner d'être pris pour des jambons, quoi. C'est toujours la même chose. Comment face à une assemblée de gens qui sont informés, qui ont des carnets d'adresses, des numéros de téléphone, on sait pertinemment que Jacques Brunel, plutôt que de passer des coups de fil aux joueurs qui convoquent pas, s'émeut des informations qui filtrent. Il parle de cohésion quand les infos filtrent. Enfin bon, bref. Non, effectivement, il y a une patte Galtier, ne serait-ce que parce que des joueurs comme Bastareaud, effectivement, mais aussi Winnie Antonio, qui est peut-être un peu en délicatesse avec un genou aussi, mais enfin, qui sur les soucis de déplacement, ce sera un sujet. Voilà, l'entrée d'un Setiano aussi. Enfin, effectivement, il y a une patte Galtier, non seulement Galtier, mais aussi un peu Laurent Labitte. Enfin voilà, c'est indéniable, quoi. C'est indéniable. Oui. Enfin, sur le déplacement, il est dans les suppléants. Pour le WMC, il faut un palan pour le bouger quand même. C'est quand même un des plus mauvais étrangers qu'on a vu en équipe de France. C'est une liste. On a l'impression que c'est une liste contrastée, timorée par certains aspects, où on a voulu quand même absolument aller dans le sens de ce que va mettre Galtier en place techniquement, mais en même temps pas tourner le dos complètement à tout ce qu'on a fait en amont, parce qu'on a bien vu que depuis que Galtier a été nommé co-sélectionneur ou adjoint comme un autre, choisissez, rayez la mention inutile, on essaie à tout prix de préserver le statut de Jacques Brunel, au moins aux yeux du public. Au moins aux yeux du public. Il y en a un qui sauve sa tête et on pouvait s'interroger sur sa présence ou pas, étant donné ce critère de mobilité. C'est Louis Picamol, même si on se souvient du Louis Picamol de Northampton, qui avait fondu et qui avait fait un match monumental contre les Anglais, je ne sais plus, tournoi 2017 de mémoire. Voilà, lui il est encore là. Qu'est-ce que tu penses globalement, toi, Lolo, de l'équilibre de cette liste, de sa logique ? Pour revenir sur Picamol, il est surtout là parce qu'il n'y a personne en numéro 8. Quoi. Il profite de la pénurie à ce poste du rugby français. Quoi. On a Olivon, qui est sur la liste des réservistes. Il y a Aldrit qui peut effectivement dépanner à ce poste-là. Après, sur l'équilibre général, ça me paraît plutôt bien équilibré. Avant 3/4, c'est plutôt... je pensais qu'il y aurait un demi de mêlée de plus, voire un numéro 10 de plus. Ils sont 5 de mémoire. Je suis très surpris de l'absence de Sébastien Bézi, par exemple. On lui a préféré Machenaud. Alors le sélectionneur a dit ce matin que c'était surtout lié à l'expérience plus riche de Machenaud, à ses qualités de buteur. Ok, je l'entends. Maintenant, Bézi, il a fait une saison quand même énorme avec le Stade Toulousain. Il est champion. Je suis assez surpris de ne pas le voir là, à ce niveau-là, quoi. Arnaud, puisque Lolo te
te passe la balle sur la question de la charnière. On va partir avec qui à la Coupe du Monde là? Ça peut ressembler à quoi la charnière? Rappelons que les demi de mêlée, c'est Dupont, Machenaud, Serein, qu'on a Lopez et Ntamak à l'ouverture, et donc on a Bello en réserve de la République parmi les réservistes. Machenaud, Tamac. Ah ouais. Grosse cote. Machenaud, Tamac. Okay. Ouais, mais moi, c'est le chouchou de sa fille. Moi, ce qui m'étonne, oui, c'est vrai. Moi, avec Mathieu Bastaro, qu'est-ce que je vais devoir annoncer ce soir à la maison? Oh là là. En 10, là, je posais une question à Jacques Brunel ce matin. Je disais, il y a Romain Tamac qui a été très bon en 10 en Italie pendant le tournoi. Et après, il a joué un match avec Toulouse contre Toulon. En 10, il a été très mauvais et il a perdu sa place ce jour-là. On était en mars. Il a plus joué. Alors Brunel a dit en gros, est-ce que j'ai suivi pour quelque chose s'il ne joue pas à Toulouse? Et là, il a ça non, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas de sa faute. Il a justifié le choix de Camille Lopez qui a marqué des points pendant 1 an et demi en ne jouant pas, mais qui en a perdu chaque fois qu'il a joué, puisqu'il a été mauvais. En disant c'est le seul ouvreur français titulaire dans un club. Alors là, les Bratans sont tombés là. Ah non, parce qu'ils étaient déjà tombés un peu avant, mais là je suis passé à travers le fauteuil et là c'est du jambon, c'est du rabougo à 300 € le kilo là. Jonathan Wisniewski pour n'en citer qu'un par exemple. C'était un peu ce qui était assez insupportable ce matin à cette conférence de presse, c'est que à une question, on avait une espèce de fuite en avant qui répondait à côté en parlant d'un autre joueur. Enfin, en fait, c'était un jeu, il répondait à la question d'avant ou la question d'après peut-être. Non, mais là tu vas à la Coupe du Monde avec Ntamak 10 qui n'a pas joué là depuis longtemps. Lopez qui n'a pas été bon, qui n'a pas été bon encore en finale l'autre jour, enfin, dont tu connais les limites. Voilà, mais il fait partie de ces joueurs qu'on réclame et puis quand on les voit sur le terrain on dit mais mince, bon ben. Enfin après concrètement tu prenais qui? Le cheptel est pas non plus. Ah ben mais ça c'est pas mon problème. C'est le problème de Jacques Brunel, mais c'est pas là, tu peux pas. On peut pas dire je prends Lopez uniquement parce qu'il est titulaire à Clermont. Il dit il y a Anthony Bello qui joue à Toulon, mais il n'est pas titulaire, ce qui est faux. C'est lui et Carbonel. Tu prends Carbonel, pourquoi pas? Enfin, c'est quand même très étonnant. Il y a des choix, enfin, notamment la présence de Bello peut interpeller. Non, il est derrière. Sur la fin de saison, il est derrière Carbonel à Toulon. Bah oui, mais d'où ce contraste où on sent qui est français Carbonel, rappelons-le. Où on sent très bien sur les statistiques du groupe qu'il y a encore un rajeunissement, un affaiblissement de l'expérience. Donc on est sur quelque chose. On se dit, on se projette peut-être déjà un peu sur 2023. Et puis à côté, on met un orteil dans l'eau là pour voir quelle température il fait. On va peut-être quand même pas y aller complètement à poil en termes d'expérience. Donc on rappelle un Machenaud, on se prive pas de Lopez. Bon, moi je sais que Galtier, il aurait bien aimé, peut-être déjà dès cette Coupe du Monde-là, identifier quelques leaders de jeu, commencer à sonder pour qui sera son capitaine à lui, utiliser cette Coupe du Monde pour faire ça. Le problème, c'est que c'est difficile de faire ça quand Jacques Brunel lui dit que c'est sa dernière Coupe du Monde et qu'il veut faire un résultat. Tu voulais dire quelque chose, Arnaud? Ouais, en 10, on a titularisé Jalibert en équipe de France quand il avait 8 ans et demi. Il s'est blessé gravement. Et Jalibert, alors ça va vous faire rire, j'ai vu un remarquable La Rochelle-Bordeaux l'autre jour, 81-12 je crois. Jalibert joue à Bordeaux et Jalibert a été très bon. Et je me suis dit, ce mec, il a des qualités. Au moins, il les joue les matchs, lui. Il y est déjà allé en équipe de France. On ne sait pas ce qu'il vaut. Il s'est pété un genou au bout de 20 minutes. Ouais. Alors, puisque le mec y a joué quand il était enfant, maintenant qu'il est adolescent, pourquoi on ne les mettrait pas? Mais je ne comprends pas cette logique, quoi. Ça va se terminer comme d'habitude avec Dupont indice, quoi. Avec un numéro 9. J'allais y venir. Est-ce que c'est pas ça la solution? Sur un indice, pardon, mais alors pour le coup, j'ai parlé d'un match où moi j'étais. Ouais. C'était Bordeaux-Toulon au Matmut. Donc c'était une idée de Jacques Brunel de mettre Serein en 10. Les Toulonnais l'ont fait passer à la machine à laver. Ça a été coaching extrêmement rapide avec ce pauvre Serein. Et là pour le coup c'est pas de sa faute, qui avait la tête comme un compteur à gaz. C'était pas possible. Et Toulon a gagné à Bordeaux. Si vraiment ça arrive en Coupe du Monde, j'espère que ça marchera pas. Mais ça paraît quand même extrêmement trivial. François Trénuc. Dupont en revanche. Est-ce que François Trénuc fait des tours de terrain alors? Dupont en revanche, tu évoquais l'hypothèse. Dupont c'est costaud. Il a fini des matchs cette saison à Toulouse, pardon. Ouais, tout à fait. Il en a même
fini beaucoup sur des gros matchs, en Coupe d'Europe, notamment sur la phase finale ainsi qu'en championnat. Il commence la demi au Leinster. Absolument. L'ouverture. Ouais. Et donc ça peut effectivement être une solution, ce qui pourrait justifier d'ailleurs la sélection aussi de Machno, parce que si tu mets du pot indice, tu as quand même besoin d'un buteur dans l'équipe, et ça peut effectivement faire la paire avec Machno. Ok. Renaud, tu m'as un peu ôté le pain de la bouche, mais je voulais évoquer le coup de jeune sur cette sélection. 26 ans de moyenne d'âge, 22 sélections de moyenne. On a 11 joueurs à 5 sélections ou moins. On a 4 bisus. On n'a que 9 joueurs, quelques chiffres en vrac, on n'a que 9 joueurs qui ont déjà disputé une Coupe du Monde. Ma question, elle est très claire. C'est clairement, on prépare 2023, non ? Et comme le disait Arnaud, on jette la pièce en l'air, on espère une bonne surprise. Clairement non, parce que le président de la fédération a commencé par dire il y a eu plein d'équipes de France qui sont allées en Coupe du Monde et qui ont fait des résultats extraordinaires, donc on essaie de nous vendre un peu l'exploit improbable de ces imprévisibles Français. Il y a effectivement de cette volonté peut-être de préparer un peu 2023, mais enfin il y a surtout l'évidence que aujourd'hui le cheptel français permet pas d'avoir des super joueurs qui aujourd'hui ont 50 sélections vraiment, et qui sont installés et dont on sait que c'est des titulaires en puissance. Moi, je trouve, quand j'ai lu les noms ce matin, là, je me disais, mais en fait, on veut faire 2 choses à la fois, et ça marche jamais, sauf si on est un génie. Tout à fait. On veut pas être trop minable cette fois, et préparer 2023. Voilà. Mais tu peux pas. Non. Tu fais l'un ou l'autre. Mais je lui souhaite le meilleur à Setiano. Mais le meilleur, ce sera peut-être dans 2 ans ou 3 ans, mais pas dans 3 mois. Il y a des joueurs, là, Sofiane Guitoun, il marche sur l'eau. Alors, un garçon adorable, un très bon joueur, etc. Mais il va arriver à la Coupe du Monde, il a joué 30 matchs complets. Il n'a pas de vacances, il va faire truc. Touchons du bois, Sofiane. 3 semaines de repos. Quand est-ce qu'il va se blesser ? Dont une à se mettre des sachets à Barcelone toute la semaine avec les copains. Mais c'est... Ça, on peut pas lui reprocher. On peut pas lui reprocher, non ? On en parlera après. C'est vraiment... voilà, quoi. Non, puis surtout, on est sur une équipe de France qui est quand même en plein doute, qui est en doute permanent depuis des années. Le nombre de matchs perdus qu'on pensait qu'elle était en train de gagner, des choses comme ça. Et on affaiblit encore l'expérience. Pour le coup, dans ces circonstances-là, on se passe aussi d'un Mathieu Bastaro, qui était quelqu'un qui essayait en tout cas d'emmener avec lui, d'impulser autre chose. Donc soit on décide qu'il y a une génération qui est totalement perdue parce que dépressive, et donc dans ces cas-là, mais il fallait rompre avec tous. Soit on essayait de les emmener, de leur insuffler quelque chose. Effectivement, comme dit Arnaud, on fait du missing mirisin, mais on tranche pas. Maestri, il est moins bon que Gabriag ? Je sais pas, en tout cas, il a 40 sélections de plus, ou 50. Est-ce qu'il aurait pas pu... Voilà, quoi. Oui, c'est clair. Non, mais des non-sélections de mecs comme ça, Bastaro, Maestri, ça prouve qu'on est beaucoup plus figue que raisin, qu'on prépare beaucoup plus 2023, qu'on va essayer de faire quelque chose à la Coupe du Monde au Japon. C'est Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre, qui a le théorème suivant: pas de victoire en Coupe du Monde à moins de 28 ans de moyenne d'âge et 50 sélections. Bon, il a beaucoup de théorèmes, Eddie Jones. On en est loin. On verra si lui est champion du monde avec l'Angleterre. Je suis pas très sûr qu'il ait sa maîtrise de maths. Messieurs, vu que vous étiez tous les trois ce matin à cette conf de presse, juste un mot sur l'ambiance, sur l'atmosphère qui... Très bon petit four. Demande à Laurent Capisson. Ouais. Je sais pas, j'ai pas goûté. Qualité du traiteur, Laurent ? Correct. Bien. Correct. Très bien. Non, sérieusement, mais on s'attend toujours à un truc, c'est quand même la liste pour la Coupe du Monde, il y en a une tous les 4 ans. Ça change toujours un truc un peu solennel avec les poils, machin et tout. Bon, hormis le cadre qui était plutôt bien. Voilà, on est dans une grande banque à la Défense, dans un amphithéâtre et tout. Mais ça manquait de vie. Ouais, totalement. C'était terne, C'était la suite logique de la zone mixte de la finale du top 14 samedi. On a l'impression que c'est la dépression, quoi. Ouais. Il y avait des gens qui étaient champions de France, qui étaient bof. Les autres qui avaient perdu, bof. Et là, aujourd'hui, bof. Mais on a l'impression qu'on s'est lancé, quoi. Question qui peut intéresser nos auditeurs. Galtier était présent. Galtier, Labitte, oui, filmé. Et son orchestre. Il filmait. Non, mais alors là, évidemment, ce matin, c'était difficile de sauter de joie comme après une finale où on attend. Mais au moins on attend. Oui, c'est vrai, de la sonalité, passion, de la dramaturgie, des choses, quoi. Même sur la mise en scène, c'est terne. C'est Jacques Brunel qui lit les noms, qui défile sur un PowerPoint derrière.
Ça ressemblait à une conférence de presse classique à Marcoussis, rien de plus. Ouais, c'est vraiment. Sauf qu'il y avait un peu plus de monde grâce aux gentils collaborateurs de la Société Générale qui sont venus en masse pour applaudir. Et donc pas de Galtier. Non, on te le répète, Clément, pas de Galtier. D'accord, j'étais pas sûr de l'avoir. J'ai pas vu non plus d'oreillette Jacques Brunel. Mais d'accord, il lui parlait pas dans le. Non, je crois pas. Non. D'accord. Sinon, pas de Galtier. D'accord. Non, mais ça peut. Ça nous intéresse, on veut savoir. On veut savoir. On veut connaître les coulisses. On passe au deuxième thème de notre podcast avec la victoire de Toulouse en finale contre Clermont. Lolo, j'ai envie de te poser une question à 1 000 €. Ça peut payer quelques pastis au match chez Tonton. Est-ce qu'on a assisté à l'acte de naissance de la plus grande équipe de Toulouse de l'histoire ? Oula, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Il faudra qu'il gagne encore quelques titres. Guy Novès n'avait gagné 4 d'affilée, quand même, 94-97. En tout cas, c'est une des plus belles saisons de l'histoire du club, ça c'est évident. C'est pour ça que je te pose la question. Vu les records que cette équipe a battus cette saison, de par le jeu produit aussi toute la saison. Record de points, record d'essais, record de victoires sur une saison, j'en passais des meilleurs. 21 victoires sans compter sur la saison régulière, sans compter les 2 matchs de phase finale, ce qui est assez... Mais au-delà de ces chiffres-là, c'est évidemment le rugby pratiqué qui a enchanté le public toulousain qui est revenu en masse au stade. Et donc cette équipe a eu le sacre qu'elle mérite, honnêtement, il n'y a pas photo sur l'ensemble de la saison. Et elle a eu aussi la fête qu'elle méritait un dimanche sur la place du Capitole, où c'était vraiment le paradis, quoi. Pour le supporter. D'accord. Raconte-nous. Que je ne suis pas, attention. Ouais. Raconte-nous un peu les. Non, mais les détails c'était sympa. On a bien senti qu'ils n'avaient pas beaucoup dormi dans la nuit. Ils sont arrivés vers 16h sur la place. Donc c'est Guitoun, je crois, le premier qui a pris le micro pour chanter, pour scander des phrases reprises ensuite par les 15 000 spectateurs qui étaient présents sur la place. Et ensuite, alors, c'était le show Joe Tekori. Il y avait Big Flo et Oli aussi qui ont... les fameux. Voilà, qui avaient préparé un hymne en l'honneur du Stade Toulousain. Donc il y a eu quelques passages qui ont été repris. Et ensuite, Joe Tekori qui a monopolisé le micro pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'était assez exceptionnel. Il a fait asseoir tout le public, se lever, asseoir, se lever, etc. Et voilà, et ensuite tous les... Et un grand... tous les joueurs sont rentrés Chair de poule, on raconte encore. Un grand Gillian Galland aussi, pareil. Un grand Gillian Galland en mode automne-hiver. Voilà, qui avait fait un pari, j'imagine, avec des potes de se trimballer en slip depuis la veille au soir. Donc il est sorti du vestiaire du Stade de France, je pense, en slip. Il est allé en boîte en slip. Il a pris l'avion en slip, et donc il s'est retrouvé en slip à l'hôtel de ville devant le maire, etc. Donc c'était assez sympa, quoi. Mais il avait changé son slip, dit-il. Absolument. Bon, ça va. Au moins une fois, ouais. Arnaud, toi qui étais à cette finale, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est mérité sur la saison, disait Laurent, c'est mérité sur la finale aussi, non ? Oui, c'est mérité, mais d'abord je voulais dire, je pensais à Renaud que j'ai en face de moi, qui est à moitié biarro et à moitié parisien, et pour lui c'était l'enfer le dimanche, le Capitole. Il a vu l'enfer, à quoi ça ressemblait. Donc, l'enfer c'est souvent rouge et noir dans les représentations. Moi j'ai pas le mérite, j'y crois pas. Ouais. On a ce qu'on doit avoir, et puis en revanche là c'est vrai que ça a collé, que l'équipe qui a dominé la saison, qui a battu des records, etc., a été championne. Bon, voilà, c'est pas si commun dans le top 14. Voilà, c'est pas si commun. Au moins, ça, c'est plutôt bien. Alors, les mecs, ils ont gagné 14 matchs en suivant. Et ils ont de la chance parce que moi, j'ai vu le 15e quand ils ont perdu. Contre Toulon, rappelons-le. Contre Toulon. Et j'étais aussi à un autre match à Montpellier. Ils avaient pris 65-25. Ah, t'étais leur chat noir. Je pense que si je vais voir en Coupe d'Europe, ils ne gagneront pas un match. Et non, mais ils méritaient. Alors, Toulouse, le plus grand Toulouse de tous les temps, il va falloir quand même se calmer. Parce que j'ai cru comprendre que quelques anciens Toulousains disaient qu'ils auraient mis 40 points assez clairement toi de samedi. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est le retour. Le retour de. Pas tellement le retour du Stade Toulousain, c'est que Didier Lacroix, il a repris ce club en slip. Le club, il était en slip. Tout le club. Comme Galland. Ils n'en voulaient pas trop, tout ça. Il a reconstruit. Il a fait revenir Casalbou, qui était peut-être pas en odeur de sainteté avant. Il a fait son truc. Régis Son. Il n'a pas viré Hugo Mola. Alors, c'est un coup de génie ou un coup j'ai mal aux finances. Et de toute façon, je ne veux pas te virer à ce moment-là. Mais en tout cas, il l'a gardé et ils sont arrivés au bout. Alors qu'une pétition qui avait récolté 20 000 signataires réclamait sa démission il y a encore 2 ans, je crois. Et ça, je trouve que c'est bien. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher quand même. Le Stade Toulousain, ça gagne sans Novès, quoi. Et ça, c'est bien. Premier titre sans Novès impliqué en tant que joueur ou entraîneur depuis 1947 pour le Stade Toulousain. En 47, il avait 18 ans déjà. Et
Quelle langue. L'ermite de Pibrac. Ouais. Ils l'ont sorti dimanche au paradis du Capitole. C'était vraiment l'enfer. Renaud, on parlait de finale de rêve avant, on disait que c'était bien pour la vitrine du rugby français. Toi, elle t'a enthousiasmé, cette équipe de Toulouse, tout au long de la saison? La finale a été tendue très normalement. Voilà, c'est quand même rare que les finales soient échevelées. Sinon, celle de Biarritz contre ce même Stade Toulousain il y a quelques années. Bref. Mais en fait, c'est quand même bien qu'un rugby qui soit aussi positif soit sacré, parce que souvent, quand même, ça donne un peu le ton aux autres. Donc on peut espérer que, en plus il y a beaucoup de bruit qui est fait sur le mieux joué, pour aussi des questions, pas que de spectacle, mais aussi de santé, de choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'ils ont été enthousiasmants, qu'ils ont sorti des jeunes joueurs. Alors c'est toujours pareil, c'est parce qu'effectivement les finances leur permettaient pas non plus d'aller chercher que des gros mecs. Ne pas oublier, malgré tout, ces super jeunes qu'ils ont sortis, ces super Français qui performent, que Jérôme Queneau, les bonnes pioches Elstadt et Colby. La bonne surprise Aki. Arnold, sont allés chercher Arnold, alors que personne ne le connaissait. Fomuna qui est revenu. Il y a 5 avants sur 8 qui sont étrangers quand même. Et le paquet d'avant du Stade Toulousain cette année, en tout cas en top 14, a vraiment été monstrueux. Et ce qu'il faut reconnaître à Hugo Mola, qui selon moi faisait l'erreur monumentale de vouloir faire jouer le rugby qu'il a joué cette saison avec un effectif, avec Jean-Marc Doussin à l'ouverture, avec Florian Fritz et Yann David au centre, par exemple. Enfin, en tout cas, qui n'avait pas les joueurs. Voilà, un pack aussi qui était un peu vieillissant, qui avait du mal à courir partout voilà. Il a eu le mérite de s'entêter là-dedans, mais il a fallu qu'il ait le temps d'avoir un effectif à sa main, quoi. Et ça, c'est toujours pareil. Quand un manager arrive dans un club, il lui faut au moins 2-3 ans pour avoir un effectif qui collera au rugby qu'il veut pratiquer. La conséquence, tu parlais de l'émergence des Français, on les a pas cités tout à l'heure, mais c'est qu'il y a 8 Toulousains dans les 37, dont Movaka, dont on peut dire un mot, ce jeune talonneur qui n'était que le numéro 3 du club en début de saison, qui fera la Coupe du Monde, sauf blessure, dont François Cross qui accroche un strapontin de réservistes. Voilà, ça c'est les belles révélations aussi de la saison de Toulouse, Lolo. Ouais, tout à fait. Ouais, ils sont 8. Ils auraient même pu être un ou deux plus. Parce on a compris que tu voulais Bézi. Il y a aussi Cyril Baye. Je pense que c'est les deux. C'est vrai que Cyril Baye, il aurait pu aussi sur la phase finale qu'il a faite. Donc effectivement, ça va donner un début de saison assez un peu compliqué au Stade Toulousain, notamment derrière, parce que là ils ont quand même perdu leurs quatre joueurs majeurs, en comptant Colby qui sera pris, j'imagine, avec l'Afrique du Sud. Donc il va falloir tourner vraiment un effectif très très réduit au niveau des trois quarts. Je ne sais pas si Fouissac, qui a été blessé toute la saison, sera revenu. Lebel, Tozin, tous ces joueurs-là vont avoir du temps de jeu. Exactement. Ouais. Bonneval aussi qui reste. Aki sera là. Il va falloir tourner avec 7, 8, voire 9, 3 quarts pour les 7 ou 8 premières journées du top 14. Alors c'est la même chose dans le camp d'en face. Clermont, c'est 8 joueurs exactement pareil, 7 plus 1 réserviste retenu dans la liste. Donc à eux deux, ces deux clubs fournissent quasiment la moitié de l'équipe de France. Un mot sur Clermont, on les a sentis quand même, eux à l'inverse, très en dedans sur cette finale. Ouais, ils ont raté leur match. Pas au niveau de ce qu'ils ont fait dans la saison. Ils ont raté leur match. Ouais. Il y a des finales où ils ont semblé tétanisés, mais pas là. Ils ont raté leur match, quoi. Ils sont à 6 points. À la fin, il suffit de marquer et de se transformer. Mais c'était à la desperado, quoi. C'était pas... Et c'est d'ailleurs le paradoxe de cette finale. Il y a 6 points d'écart et en même temps, on n'a jamais vraiment senti jamais eu de match, quoi. Que Toulouse était très en danger. Quoi. J'ai l'impression que Toulouse avait plus faim, tout simplement, que Clermont cette finale. Quoi. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas gagné depuis 7 ans, qu'ils avaient plus envie de... C'est une génération qui avait quasiment rien gagné, à part Médard, en plus. Et surtout, est-ce qu'ils n'avaient pas un peu plus d'essence dans le moteur? On a senti les Clermontois fatigués. Non, ils défendent très bien, surtout les Toulousains. Ils les ont étouffés, quoi. C'est le seul match. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un jour de plus de récupération de Toulouse aussi par rapport aux demi-finales. Ça peut jouer un petit peu à la marge. En parlant de Clermont, on pourrait dire un mot de Ituria. On peut dire un mot de Ituria, vas-y. Qui est dans la liste et ça a l'air d'être un sacré pari, puisqu'il est arrêté pour 5-6 semaines, nous avons dit ce matin, mais... Alors visiblement, on avait des confrères de Canal+ qui n'avaient pas les mêmes infos. Que c'était beaucoup plus long. Ouais. Bon, après, ça a déjà été tenté, ces paris. Marc Lièvremont a fait ça en 2011 sur des joueurs. Il était arrivé à ses fins.
Rappelons qu'apparemment il souffre au niveau de l'insertion de l'ischio-jambier. Ça. Mais il en souffre régulièrement de ces ischio-jambiers. Donc j'espère pour lui que 5-6 semaines, ça nous amène en début août. C'est l'illustration, encore une fois, parce qu'il avait dit apparemment il y a quelques semaines qu'il était fatigué, donc de ces joueurs français. Tu parlais de Guitoun, plus de 30 matchs, quasiment 2400 minutes de jeu cette saison, on touche du bois, on lui souhaite pas de mal, mais voilà, ces joueurs français qui finissent par péter de lassitude, de fatigue. Ok, on a tout dit sur cette finale ? Ouais, bon. On peut pas se quitter sans dire un grand bravo à l'équipe de France des moins de 20 ans qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde en battant l'Afrique du Sud avec autorité, 20-7, c'était lundi soir. Les Bleuets, champions du monde il y a un an, défendront donc leur titre samedi soir contre l'Australie qui a battu l'Argentine. On leur souhaite bonne chance, voilà, c'est quand même plutôt bon signe pour l'avenir du rugby français. Non ? Malheureusement, j'ai vu que France-Argentine. Ah oui, celui-là, c'était pas bon signe. Bon, messieurs. J'ai vu un phénomène dans l'équipe d'Australie. Je sais plus son nom. Un troisième Ignel, 2,06 m, qui court un peu plus vite que Brian Abana. Mais moins que Colby. Je crois que c'est à peu près pareil. Il met des essais de partout. Moi, j'ai vu un phénomène dans l'équipe de France, un dénommé Haddad. Oui. Troisième lignel, monté comme un câble. De La Rochelle, monté comme un câble de frein et qui a seulement 18 ans, donc qui est surclassé et qui a dû mettre à peu près. Il doit déjà faire 2 fois ton poids, non ? Mais je suis pas sûr, parce que j'ai pris un peu de poids. Mais je pense qu'il a fait 212 plaquages contre l'Afrique du Sud hier. Monumental. Voilà, il a un casque jaune et on lui souhaite une belle carrière. Bon, messieurs, merci beaucoup. C'était Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Borel, Laurent Campistron et Arnaud Requena. Merci à Roland Richard à la technique. On vous souhaite un très bel été. C'était le dernier numéro de la saison. On vous donne rendez-vous mi-août pour la reprise du Top 14. La préparation des Bleus, cette Coupe du Monde qui nous tend les bras ou pas. Ciao, merci beaucoup.